Déjà pour moi, ça a été quand même une expérience absolument exceptionnelle parce que donc j'ai été tiré au sort comme les 150. Ensuite, j'ai été tiré au sort au sein de la convention pour poser des questions à Nicolas Hulot parce que c'était quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, donc j'ai été tiré au sort, donc j'ai posé des questions évidemment qu'on avait élaborées ensemble, mais voilà, moi j'ai posé les questions à Nicolas Hulot et j'ai eu la chance encore une fois d'être tiré au sort pour présenter notre travail devant Monsieur Macron. Alors je peux vous dire que c'est une expérience absolument incroyable parce qu'à même pas 10 mètres de moi, en face de moi, il y avait Monsieur Macron qui écoutait ce que je disais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la production faite par l'intelligence collective. Ça m'a bien impressionné, surtout que je travaille seul depuis une bonne trentaine d'années. Donc. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Hugo Olivier, comment allez-vous ? Bonjour Baptiste, ça va très bien. Je suis très content d'être ce soir dans cette conversation. Très content. Nous, on est très content de vous recevoir parce que vous avez vécu quelque chose, on va dire, d'assez incroyable ces 2 dernières années. Je vais vous laisser vous présenter et on reviendra sur ce que vous avez vécu. Écoutez, moi je suis photographe depuis mon adolescence quasiment, à la sortie des études. Et voilà, donc je suis photographe reporter un peu généraliste, mais plutôt spécialisé dans le portrait vivant et dans le portrait d'entreprise, photo sociale. Mais sinon je suis passionné. Je photographie beaucoup la nature, le patrimoine. Voilà, donc je m'intéresse évidemment à toutes les technologies photographiques. C'est mon métier, mais en même temps, je me mets toujours à la page. Et autrement, je suis je suis un peu dans cette convention tiré au sort, et donc c'est vrai que ça me donne une dimension supplémentaire que je n'avais pas. J'avais jamais travaillé d'une manière vraiment importante en collectif. Et donc, ça m'a beaucoup apporté. La convention me donne une compétence supplémentaire. Voilà. Parce que ça va être le sujet du jour. Vous avez dévoilé un petit peu les sujets qu'on va aborder. En effet, vous avez fait partie de la convention citoyenne qui avait eu lieu fin 2019. Comment ça s'est déroulé le début pour vous ? Comment c'est tombé sur vous ? Comme tous les autres, j'ai été appelé au téléphone. C'était un tirage au sort. Un ordinateur a généré, je sais plus combien, 250 ou 300 000 numéros de téléphone. Et puis dans ces numéros de téléphone, il y a eu un tri en fonction de l'âge, de la situation géographique, du métier, etc. Donc j'ai été appelé et au départ j'avais refusé parce que d'abord je croyais que c'était évidemment une arnaque à l'isolation. Et ensuite la personne a rappelé et s'est un peu accrochée. Et puis moi, je lui ai dit, écoutez, je suis plutôt climato-sceptique, ça va pas forcément être correct pour votre convention, je serais peut-être le vilain petit canard. Mais la personne s'est vraiment accrochée et on a discuté pendant 3/4 d'heure et voilà. Et à partir du moment où j'ai été rassuré en pensant que j'avais mon rôle, puisque c'est ce qu'il disait, cette personne, j'ai dit OK. Donc je suis comme 150 autres tirés au sort. Après avoir accepté, eh bien on est entré dans une expérience absolument certes inédite mais passionnante, extraordinaire d'intelligence collective. Et vous avez cité un point important. Avant cette convention, vous étiez climato-sceptique. Après, je vais vous laisser préciser parce que vous, c'était une certaine forme. Pourquoi vous aviez ce regard et qu'est-ce qu'il en est sorti après en fait la convention citoyenne ? En fait, moi, avant la convention, je pensais pas que l'activité humaine était responsable du dérèglement climatique. Je pensais que l'activité du soleil, en suivant certains scientifiques, je pensais que l'activité du soleil était telle que même si l'homme améliorait son comportement, ça ne changerait pas grand-chose
à ce dérèglement. Et en réalité, la première session de la convention a mis tout le monde d'accord et a remis les pendules à l'heure pour beaucoup de monde, notamment pour moi, où on nous a démontré scientifiquement comment les activités humaines depuis 200 ans avaient fait que le dérèglement climatique était vraiment avéré par ces 200 ans d'activité humaine. Et puis j'ai eu quand même l'avantage entre une pause d'aller voir pendant 15 minutes Madame Marty, la scientifique du GIEC a pris 15 minutes pour me montrer que les scientifiques que je suivais étaient pour partie, pour pas dire tous, financés par le carbone. Alors évidemment, dans ces conditions-là, les données sont beaucoup plus tronquées, quoi. Voilà. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, vous aviez eu des informations sur justement que le dérèglement climatique, c'était à cause du soleil, pas de l'activité humaine. Et ces informations, en fait, vous les avez eues de certains scientifiques qui se prétendaient avoir la bonne parole. Et en fait, il se trouve que ces personnes étaient financées par des entreprises, donc du carbone, on va dire, plutôt industrielles. Oui, oui, mais oui, mais ce sont des données, en fait, quand vous tapez un profil sur Wikipédia de quelqu'un, ben, en fait, moi, je cherche quand même à vérifier mes sources, à les recouper, etc. Et ben, les données que m'a donné cette scientifique à la convention, elles n'apparaissaient pas dans Wikipédia, par exemple. Elles n'apparaissaient pas non plus dans les articles, évidemment de ces personnes, et puis aussi voilà. Donc en fait on peut être trompé alors que effectivement le dérèglement climatique on le constate, mais le réchauffement climatique on le constate, mais c'est aussi une donnée naturelle de la Terre. La Terre a un cycle général que la plupart des hommes connaissent, hein. Il y a une période de glaciation, puis une période de réchauffement, et ainsi de suite. Voilà, et c'est cyclique, et c'est sur des millions ou des milliards d'années que ça dure. Et donc, je ne pensais pas, même que ces scientifiques que je suivais disaient effectivement que les hommes pouvaient aggraver, mais de toute façon, quels que soient leurs efforts, ils n'arriveront pas à rééquilibrer par rapport à la puissance du Soleil. Voilà, donc c'est dommage de se laisser. C'est vrai que c'est dommage que des scientifiques ne s'entendent pas pour finalement qu'il y ait un collège général de scientifiques pour canaliser l'opinion, parce que voilà, tout est possible finalement dans ce monde. On peut croire, ne pas croire, être sincère, et puis finalement être dans le mensonge, enfin être dans l'erreur. Donc c'est dommage, voilà. Et vous, là, vous arrivez à la convention, donc là, vous avez votre première conférence et vous arrivez plutôt climato-sceptique. Qu'est-ce qu'on se dit après avoir vu ces chiffres, ces données de scientifiques du GIEC? Qu'est-ce qu'on se dit d'un point de vue personnel? Déjà, on se sent concerné parce qu'on a été tiré au sort pour apporter quelque chose. Donc, quand vous apprenez que vous vous êtes trompé en suivant certains scientifiques, vous vous dites on va essayer de corriger le tir et au moins de profiter de ce temps et de ce temps qu'on nous demande de donner, de le mettre à profit justement pour rééquilibrer les choses, à la fois personnelles et évidemment pour la collectivité. Voilà. Et est-ce qu'on peut rappeler un peu, on a parlé de la Convention citoyenne pour le climat, mais on n'a pas défini ce que c'était pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ça. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu quel format c'est et quel était l'objectif de cette convention ? Alors, la Convention citoyenne pour le climat, c'est donc 150 personnes tirées au sort, réparties en petits groupes. En fait, c'est le président de la République qui a demandé, qui a mis en place cette convention, et le Premier ministre qui nous a fait une lettre pour nous donner une mission. Et la mission, c'était de trouver des solutions à 150 pour limiter les gaz à effet de serre d'ici 2030 à moins 40% par rapport aux données de 1990.
Et ceci dans un esprit de justice sociale. Donc la mission était très claire. Évidemment, pour nous qui n'étions pas des spécialistes, c'était pas évident. Heureusement que les premières sessions ont été la mise en place de groupes de sessions et aussi les auditions des intervenants qui nous ont permis ensuite de décider par nous-mêmes, de prendre, d'émettre des idées et ensuite de passer au vote par rapport à ces idées. Et donc là, ça s'est passé comment, ces groupes de travail? Vous étiez sur un sujet qui était le logement, oui. Si je dis pas de bêtises. Voilà, vous arrivez, vous avez des conférences et ensuite on vous met en petits groupes et vous avez des réflexions sur certaines thématiques. Alors, la convention, tout s'est passé dans la convention citoyenne par tirage au sort. On a donc été tiré au sort pour aller à la convention, et une fois dans la convention, tout a été tiré au sort. C'est-à-dire que moi, j'ai fait partie du groupe Se Loger parce que j'ai été tiré au sort, comme 30 autres, et donc il y a eu 5 groupes de 30 personnes. Et tout ça par tirage au sort. Ensuite, lorsque on a eu des intervenants, les idées qui étaient ensuite émises, et bien on les listait sur par exemple un grand tableau, un grand tableau, et puis après on passait nous-mêmes parmi les 30, on sélectionnait ce qui nous semblait le plus important sur lequel travailler, etc. Ce qui fait que nous, notre groupe, nous n'avons que 3 mesures. À la fin de la convention, on a présenté 3 mesures qui ont été donc soumises au vote, et parce que nous, on a vraiment respecté l'entonnoir qu'était cette décision de, voilà, plus la convention avançait et plus on devait sélectionner ce qui était le plus important pour nous et par rapport à l'objectif. Donc c'est pour ça que nous, il nous est resté que 3 mesures. On va revenir sur ces mesures. Juste, comment ça se passe de travailler avec des gens de tout milieu, de toute catégorie d'âge, sur des sujets quand même, on va dire, assez cruciaux pour l'humain, quand on ne se connaît pas? Comment ça s'est passé, cette réflexion et cette émergence d'idées? D'abord, c'est ça aussi qui était super avec la convention, c'est qu'on a fait des tas de rencontres. J'ai des amis, moi, maintenant, après la convention, que je n'avais pas avant, j'ai des amis. Et c'est comme ça pour les 150. Je suis sûr que les 150 se sont fait 1, 2, voire 10 amis, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'en ai 3 ou 4 vraiment très, très, très forts. Et dans notre groupe, le groupe Se Loger, il faut dire que c'était vraiment un groupe très cohérent, très solidaire, où tous les gens se sont appréciés. On a été vraiment, en plus, on avait une animatrice exceptionnelle, hein, Sophie Guillain, et donc comment dire, ça se passe en fait très très naturellement. La mission a fait que on s'est fédérés les uns avec les autres. C'est la mission en fait. Quand l'objectif, c'est ça qui a fédéré. Et ça aussi, c'est intéressant de voir que la démocratie participative, l'intelligence collective fait qu'on se fédère plus socialement entre individus que si on est dans la rue à pas se connaître et à marcher, voilà, ou dans le métro. Moi, j'aime beaucoup regarder les gens dans le métro, mais quand je les regarde vraiment dans les yeux, ils baissent les yeux. Et donc, en fait, on peut pas parler, quoi. C'est pas de mise dans le métro de parler. Moi, j'aurais envie plutôt de parler. Voilà, c'est naturel, en fait, le lien social, c'est naturel, mais on l'a dénaturalisé en quelque sorte, d'une certaine manière. C'est chacun chez soi. L'individualisme est devenu tel que on s'approche pas, on parle pas. Dans le métro, s'il y a quelqu'un sur un banc, bah vous allez aller sur le banc d'à côté, là où il y en a pas. Voilà, c'est naturel. Alors que ce qui serait plutôt naturel, c'est pas être tout seul, d'être plutôt avec quelqu'un. Voilà. Moi, je me souviens, dans le métro, j'avais vu une jeune femme qui était plutôt dans ses pensées, etc. Mais elle avait une jolie médaille que j'aimais beaucoup. Et donc, juste avant de descendre, je lui ai fait un sourire et je lui ai dit que la médaille nous unissait. Et là, j'ai eu un très grand sourire. Voilà, mais bon,
voilà, c'est le social, c'est très important, mais en réalité, on est très méfiant, on est très, alors que dans la convention, justement, bah, on s'est pas méfié. Alors évidemment, dans les premiers temps, il y a eu plutôt les gens qui étaient plutôt à droite ou à gauche. Tout de suite, ça se sent. Hein, tout de suite, les idées, les trucs, machin, on sent tout de suite. Mais comme l'animateur ou l'animatrice remet les choses au point, pas de politique, pas de, c'est la mission. Bah, en fait, on finit par être au niveau de ce qui est nécessaire pour la mission. Et voilà, c'est dans la convention, je pense que c'est la mission qui nous a fédérés, plutôt que de on s'est pas affronté politiquement parce que la mission était plus importante. Et là, vous avez parlé d'une animatrice dans votre cas. Oui. Dans ces groupes de réflexion, vous avez été accompagné. Comment s'est passé cet accompagnement? Parce qu'en fait, vos propositions, ce sont des propositions de loi quand même. Il y a déjà des textes de loi en place. Comment s'est passé justement cette aide juridique? Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes photographe, vous n'êtes pas juriste ou avocat, donc, et vous deviez proposer des textes de loi. Alors, oui, quand on l'a su, quand on devait proposer des textes de loi, plutôt quand M. Macron est venu au mois de janvier. Parce qu'autrement, on devait proposer des solutions, mais ça devait pas quand même être, enfin, pour la plupart d'entre nous, on n'était pas là à rédiger une loi. Par contre, effectivement, après, quand on a vu que la mission était beaucoup plus, parce qu'en fait, dans la convention, comme c'est la première, la convention a évolué elle-même par elle-même. C'est-à-dire que elle a appris en faisant. Nous aussi, on apprenait en faisant, et la convention apprenait, les organisateurs, ils apprenaient en faisant. Et donc tout ça, ça a été extraordinaire parce que au fond, à la fin, on est arrivé à quelque chose que peut-être au début on n'imaginait même pas. Voilà, et c'est vrai d'ailleurs parce que on nous avait pas parlé non plus du financement. Au cours de la convention, on nous a demandé de réfléchir sur le financement de nos propositions. Et donc tout ça, c'était un temps énorme. Et puis en plus, voilà, on devait trouver des solutions. Pour nous, l'argent, ça n'avait pas d'importance. On voit bien avec le Covid, finalement, l'argent, quand on est en pleine crise, bah, l'argent, c'est pas le problème. Le problème, c'est de sauver les gens. Voilà, donc on espère que pour le climat, on ne sera pas dans cette situation parce que là, ça sera bien pire, ça sera bien plus difficile. Donc on a eu un groupe d'animateurs absolument extraordinaire parce que c'est vrai que compte tenu du temps imparti, si on n'avait pas été bien encadré, je pense que c'est impossible. C'est impossible. Là, on a eu des animateurs absolument exceptionnels. Vraiment, là, je pense pas être le seul à le dire. Je pense que tous les conventionnels le diront. C'est un groupe absolument extraordinaire. D'ailleurs, on s'est aperçu que lorsqu'on voulait être un petit peu dégagé, des animateurs, une ou deux soirées qu'on allait chercher, que certains ont cherché à être autonomes, à penser par eux-mêmes ou à discuter, ça a pas été probant. On s'est un petit peu cassé la figure. Donc l'encadrement était très très important et nécessaire et merveilleux. Voilà. Et en plus de ça, j'ai lu qu'il y avait des personnes qui étaient là pour fact-checker toutes les informations. Donc dès qu'il y avait des idées ou besoin de données, il y avait une équipe qui était là pour vous accompagner sur cette partie vraiment données justes et fiables. Ah ben, toutes les idées et toutes les interventions ont été effectivement répertoriées, notées. Mais peut-être que vous voulez parler du groupe d'appui juridique. Alors effectivement, là, le groupe d'appui juridique est arrivé vers la fin. Je sais pas, je pourrais pas vous dire si c'était la 5e, 4e. Voilà, mais vers la fin, le groupe d'appui est arrivé pour nous aider à élaborer, à dire nos propositions, à inscrire nos propositions d'une manière plus juridique, effectivement. Donc on a eu un groupe d'appui juridique extraordinaire. Et heureusement, parce que je pense que notre bilan, enfin le dossier final n'aurait pas été comme ça, hein, ça c'est sûr, parce que le dossier final comprend donc toutes nos propositions ainsi que les mesures législatives, enfin la transcription légistique, pour dire exactement le terme. Donc ça, c'est extraordinaire. Et vous, c'était quoi vos 3 propositions alors sur le logement ?
Alors le logement, donc obligation de la rénovation globale des bâtiments. Première, je simplifie, hein, mais sinon, donc la première c'est ça. La deuxième c'est les économies d'énergie dans les bâtiments publics et dans les entreprises, et ainsi que partout, quoi, l'économie d'énergie. Et la troisième c'est concerne l'artificialisation des sols. La première, c'est ça va être les trois mesures qui ressortent tout simplement parce que c'est les plus impactantes au niveau du résultat de baisse des gaz à effet de serre. Alors, rien que le logement, c'est 25% des gaz à effet de serre. Enfin, le logement, tout compris le bâtiment, tout ce qui est lié au bâtiment, c'est 25% des gaz à effet de serre. Et dans ces 25%, il y a 60% pour les maisons particulières. Voilà, donc c'est pour les gaz à effet de serre, c'est capital. Et c'est pour ça que notre première mesure a été de l'obligation de la rénovation globale, parce qu'on s'est aperçu depuis 30 ans que tout ce qui avait été fait pour isoler ou pour réduire les factures énergétiques, parfois y arrivait, mais en tout cas au niveau du climat, on n'y était pas du tout. On n'avait pas la baisse des gaz à effet de serre, sauf dans une rénovation globale qui veut dire on touche à la toiture, aux murs, aux huisseries, aux portes, fenêtres et à la ventilation. Donc et évidemment au mode de chauffage. Donc quand vous avez fait évoluer tout ça d'un coup en synergie, là vous obtenez significativement non seulement des baisses évidemment d'énergie et donc de facture, mais aussi une baisse significative des gaz à effet de serre. Ouais. Ce que vous dites, pour synthétiser, c'est plus on va isoler une maison et la rénover, moins elle va avoir d'impact énergétique, donc d'impact CO2. Bien sûr. Mais tout ce qui a été saupoudré, c'est-à-dire quand vous refaites votre toit, très bien, vous refaites votre toit, mais finalement, comme vous avez pas agi sur les murs, ni sur les portes, ni les fenêtres, eh ben c'est pas complet. Donc vous baissez un petit peu votre facture de chauffage, mais vous baissez pas les gaz à effet de serre. Et sur l'artificialisation des sols, c'est vrai que chaque année on entend qu'il y a des milliers de mètres carrés qui sont artificialisés. Vous, c'est quoi votre proposition sur cette partie-là ? Eh bien, la principale demande, c'est qu'on arrête d'artificialiser les sols lorsque ce n'est pas nécessaire. Voilà, c'est-à-dire que on peut plus prendre des terres agricoles et naturelles pour bâtir ou construire une ville, un aéroport, des structures commerciales, etc. Il faut arrêter ça. Il faut réfléchir à faire autrement. Alors évidemment, voilà, et tout ça évidemment accompagné toujours dans un esprit de justice sociale. Hein. C'est pas on interdit ou on coupe à la serpe. Non, c'est vraiment remettre la défense de l'environnement et du climat à la première place. Et donc, ça passe nécessairement par la diminution des terres artificialisées. Voilà. Donc, dans cette mesure, par exemple, on préconise l'utilisation du bâti existant, même en friche, pour redevenir autre chose. Mais voilà, avant de construire, on demande à ce que tout le parc existant soit utilisé, y compris le vacant ou le friche. Et donc là, vous faites vos propositions avec les 150 autres citoyens de cette convention. C'est au mois de juin, je crois que Macron fait son discours. Là, il vous annonce qu'il aura 3 jokers. Déjà, à la fin de ce travail, quel est votre ressenti ? Vous êtes reçu à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ce travail ? Déjà, pour moi, ça a été quand même une expérience absolument exceptionnelle parce que donc j'ai été tiré au sort, comme les 150. Ensuite, j'ai été tiré au sort au sein de la Convention pour poser des questions à Nicolas Hulot, parce que c'était quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, donc j'ai été tiré au sort, donc j'ai posé des questions, évidemment qu'on avait élaborées ensemble, mais voilà, moi j'ai posé les questions à Nicolas Hulot et j'ai eu la chance encore une fois d'être tiré au sort pour présenter notre travail devant Monsieur Macron. Alors je peux vous dire que c'est une expérience absolument incroyable parce qu'à même pas 10 mètres de moi, en face de moi,
il y avait Monsieur Macron qui écoutait ce que je disais. Excusez-moi, mais c'est quand même quelque chose de, voilà, c'est unique dans votre vie, c'est unique dans la vie de quelqu'un, j'imagine. Voilà, et d'être dans les jardins de l'Élysée, présenter notre travail, j'ai trouvé ça, voilà. Donc c'est une expérience fantastique. Après, la réponse de Monsieur Macron, évidemment, elle a été cohérente. Moi, par exemple, pour les jokers, les 110 km/h, je l'avais dit en plénière à la convention, je leur avais dit, mais tant que vous êtes dans une société d'économie et de concurrence, vous pouvez pas demander aux gens d'aller moins vite sur l'autoroute alors qu'ils vont gagner 5 ou 10 minutes pour rentrer chez eux. Non, c'est pas possible. Et Macron, il a pas dit exactement ce que j'ai dit, mais ça revient exactement au même. Voilà, donc le joker des 110 km/h, ça, j'étais sûr. Moi, j'étais pas pour les 110 km/h, même si, attention, la mesure, elle est justifiée par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Effectivement, si vous roulez à 110 km/h au lieu de 130 sur la même distance, évidemment que vous émettez moins de gaz à effet de serre. Ça, c'est évident. Mais c'est le but quand même de la convention. C'est le but de la convention. Donc la mesure était justifiée. Mais socialement, elle était impossible dans l'état actuel de la société, justement. Après, alors les 4% qu'on avait demandé sur les dividendes au-delà de 10 millions d'euros, là, j'ai trouvé ça absolument incroyable que de nouveau l'économiste et le financier parlent à la place du peuple. Donc ça, c'est bien dommage, mais c'est voilà, parce que c'était une contribution vraiment minime pour les hauts revenus par rapport à la contribution dans la transition écologique. Bon, ça, c'était encore un joker de Monsieur Macron. Et le troisième, je ne me rappelle plus lequel. Je sais plus. Mais là, ce qu'il en ressort quand même, on est presque un an après la convention. Là, en ce moment, actuellement, on est début mai. Il y a les textes de loi climat qui sont en train de passer. Oui. On a l'impression que cette loi climat, avec en tout cas vos 150 propositions, il y en a plein qui sont passés à la trappe. C'est peut-être mon ressenti. Je ne sais pas, vous de l'intérieur, vous échangez encore avec d'autres personnes qui sont devenues vos amis. Qu'est-ce que vous vous dites après déjà, il y a eu l'interview brute les dernières semaines où justement il revenait déjà sur d'autres éléments de la convention, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous vous dites en interne sur le projet de loi climat qui devait reprendre en effet vos propositions ? Écoutez, en réalité, il y a beaucoup de membres de la convention qui sont allés à la marche du 28 mars parce que on a été extrêmement déçus. Parce que Monsieur Macron nous promet, et il était sincère, je pense, il nous promet donc une application sans filtre, et en réalité, la loi elle-même qu'il a élaborée avec ses ministres, ou en tout cas que ses ministres ont élaboré, la loi elle-même, elle filtre, c'est-à-dire qu'elle diminue en grande partie la plupart de nos mesures, et ou même elle n'en tient même pas compte pour certains articles. Donc, on a été extrêmement déçus, même si effectivement, lorsque on a travaillé avec eux, on a été consulté. Ça, c'est ça qui est aussi extraordinaire dans cette démarche, c'est que les membres de la Convention citoyenne ont été. Alors, on n'a pas pu donner notre avis, ou en tout cas, on a donné notre avis, mais je ne sais pas si on a changé grand-chose dans leur élaboration de la loi, mais en tout cas, on a été inclus au processus de cette loi. On a été inclus dans la réflexion et la mise en œuvre l'élaboration de cette loi. Et maintenant, on nous demande, les députés, alors j'espère que les sénateurs font la même chose, mais on a aussi été auditionnés par les députés qui sont en train de voter la loi parce qu'ils voulaient être sûrs, ils voulaient avoir comment on avait réfléchi, notre point de vue, etc. Ce qui fait que peut-être que ce que la loi prévoyait à minima va peut-être être rehaussé par les députés. En tout cas, d'après le député Michael Nogal, notamment pour le logement, pour tout ce qui est de la rénovation. On n'a pas la rénovation globale, mais on va avoir quand même quelque chose de conséquent, d'après lui, par rapport aux objectifs de la Convention. Donc,
c'est absolument donc de notre déception initiale, on va peut-être avoir quand même une loi qui, en tout cas, qui sera certainement la meilleure de tout ce qui s'est fait depuis 30 ans, mais ça ne veut pas dire que on va sortir de l'ornière. C'est ça le problème, c'est que il y a même des scientifiques maintenant qui sortent qu'on devrait faire 55% de moins de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou d'ici 2040. Parce que on voudrait avoir la neutralité carbone en 2050. Donc c'est 40%, c'est déjà peut-être dépassé. Donc nos mesures, c'était à minima qu'il fallait les mettre toutes. Et on voit dans la loi qu'effectivement, ça n'est pas le cas. Donc on a été très déçus. On est encore questionné pour l'élaboration de la loi, pour la votation de la loi par les députés. Bon, bah, formidable. Est-ce qu'on va être questionné par les sénateurs? Je l'espère beaucoup. Et voilà, peut-être que la loi qui sera votée sera bonifiée, en tout cas, par rapport à ce qu'elle était proposée initialement. Je l'espère. Mais après, c'est mon ressenti là-dessus. D'un point de vue extérieur et suivant un peu ces sujets, j'ai l'impression que ça a été un gros coup de communication d'Emmanuel Macron. Après, c'est mon point de vue personnel. Ce que je ressens, c'est qu'il y a 3 jokers au début. Bon, ok, 3 jokers, je comprends qu'on peut pas tout appliquer. Et derrière, j'ai l'impression, là, il y a l'interview brute où il revient sur beaucoup plus de décisions et j'ai l'impression qu'on n'atteindra jamais ces objectifs qui étaient ambitieux, mais qui étaient nécessaires, en fait. On arrive à un moment où on arrive à un point assez crucial où il faut un peu se donner à fond, même s'il y a beaucoup de contraintes économiques. J'imagine bien que c'est pas facile de prendre des décisions, mais j'ai un peu ce sentiment de mon côté. Après, c'est peut-être personnel. Mais oui, mais de toute façon, il y a comment dire, Monsieur Macron, il est pris entre deux feux. Il est pris entre le feu de faire comme pour le Covid, pour le climat. Hein, si on devait faire, quand Nicolas Hulot est venu dans la Convention citoyenne, il a dit il faut planifier, il faut fixer les objectifs, planifier et financer. Voilà. Donc ça, c'était une méthode globale pour résoudre le problème climatique. On n'est pas là, on ne le fait pas, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je comprends, comment dire, entre le désir de M. Macron qui était de résoudre le problème climatique et ensuite tous les gens qui veulent pas qu'on y arrive comme ça parce qu'ils veulent défendre telle industrie, parce qu'ils veulent défendre tel machin truc. À voir les forces énormes économiques qui se sont mis en branle contre la Convention, évidemment. Après, vous avez une loi qui est mi-figue, mi-raisin et qui ressort, voilà. Mais n'empêche que c'est une avancée énorme et en réalité, ils n'ont pas la volonté. C'est ça qui est dommage, c'est que je pense que la population française est prête à entendre ce genre de choses, comme pour le Covid-19. Elle serait prête à entendre, il faut arrêter certaines consommations, il faut arrêter certaines dépenses d'énergie, il faut arrêter certains comportements au profit d'autres. Et on met, par exemple, un plan de relance uniquement sur les économies, sur l'économie verte. Il y a des tas d'affaires à faire dans la transition écologique. Simplement, on n'en a pas la volonté. Les gens ont aussi eu peur. Donc, les politiques, ils sont entre la population et le devoir de légiférer, le devoir de faire. Ils sont élus pour faire, et il y a aussi la population qui est pas toujours prête à ce qu'on fasse. Voilà. La loi, elle est un peu comme ça, malheureusement. Ouais. Ah non, mais c'est et je me suis rendu compte, en étant dans cette convention, que c'est dommage que la politique soit constamment un rapport de force. C'est dommage parce que M. Macron, il fait la convention citoyenne à cause des Gilets jaunes, qui est un rapport de force. C'est le peuple qui descend dans la rue d'un coup et qui gèle toute l'économie, qui gèle tout le développement le fonctionnement de la société. Et voilà, on est obligé, quand on est malheureux, on est obligé de faire quelque chose de fort pour que les choses changent. Et puis au final,
Donc, il fait une convention pour essayer de trouver une solution à ce mouvement des Gilets jaunes. Et puis au fond, il sort une loi qui va pas dans le bon sens, en tout cas qui ne permet pas les 40% de gaz à effet de serre en moins. Ça, c'est sûr. On est tous d'accord là-dessus, aussi bien les organisations les ONG liées au climat, les associations défense de climat et les conventions et la convention citoyenne. On s'aperçoit que si cette loi en l'état est votée, il y a des avancées, bien sûr, il y aura des choses pour le climat, mais on n'aura pas les 40% de gaz à effet de serre en moins. Par conséquent, c'est pas ce qu'il faut faire, ça c'est sûr. Et vous, les membres de la convention, là vous avez le constat, vous dites on a fait ce travail, il y a des choses qui ont été prises en compte ou pas. Qu'est-ce qu'il en est suivi en fait de cette convention? Est-ce que vous continuez à échanger? Et comme vous l'avez dit, il y en a certains qui sont allés manifester à la dernière marche. Comment ça vit cette communauté qui s'est créée pendant ce beau projet? Il y a une association qui est née, je pense que vous êtes au courant, elle s'appelle les 150, donc elle évolue lentement, et puis donc c'est une grande majorité des citoyens de la Convention qui se sont associés dans cette association. Il y a d'autres membres de la Convention que je connais qui ne font pas partie de l'association et qui sont en dehors et qui sont très peu, qui font des choses locales mais qui ne sont pas du tout dans les médias ou voilà, qui militent pas tellement. Moi, je suis pas un militant de force, quoi. Je veux dire, je suis pas un militant. Moi, je suis un écologiste d'être. Je suis écologiste depuis que je suis né, parce que je fais partie de la nature. Voilà. Mais alors, apparemment, si vous n'êtes pas militant, si vous n'appuyez pas là où ça fait mal, mais d'une manière un peu forte, les choses avancent pas ou avancent doucement. C'est dommage. Voilà. On voit Madame Pompili, ça faisait 20 ans qu'elle luttait contre les pesticides, là, les glyphosates et tout ça. Et donc elle est presque arrivée au but, mais pas complètement. Pour elle, c'est quand même une grande déception, malgré tout, de ne pas avoir obtenu depuis 20 ans qu'elle lutte pour ça. Voilà. Je regrette beaucoup que l'écologie soit devenue une lutte. On n'aurait jamais dû appeler l'agriculture bio. C'est absurde d'appeler l'agriculture bio. C'est complètement absurde. Eh bien, si, c'est devenu bio parce que l'agriculture a été complètement saccagée par les produits chimiques. Mais ça, quand les produits chimiques ont été introduits dans l'agriculture dans les années 60, les militants de l'époque, les jeunes, disaient tout ce qui allait se passer. Eh bien, ça s'est passé non seulement ce qu'ils ont dit, mais en pire. Voilà. Et donc, je regrette que l'écologie ne soit pas d'une manière consubstantielle à notre nature dans toutes les affaires. On crée des affaires, on va fabriquer, je ne sais pas où en Chine, des gadgets qui vont être jetés tout de suite à la sortie de Noël, par exemple. Comment on peut imaginer fonder une société pour fabriquer du gadget qui va être du déchet? Voilà. Voilà, la société, c'est à partir du moment où vous gagnez de l'argent, vous êtes le roi. Regardez la société, quand vous voulez créer une entreprise, j'en ai créé une, je sais de quoi je parle. La première chose qu'on vous demande, c'est un business plan. Est-ce que vous allez gagner de l'argent? Et combien? C'est ça, le business plan. On vous demande un business plan. On vous demande pas comment vous allez produire, qu'est-ce que vous allez vendre. Non, on vous demande d'abord un business plan. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Maintenant, il faudrait, quand on crée une entreprise, c'est dommage, mais il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas produire n'importe quoi, n'importe comment. Mais ça, je veux dire, la Convention citoyenne le dit, mais c'est dommage que l'homme ne soit pas, quand il crée une entreprise, qu'il ne soit pas dans cette disposition d'esprit. C'est dommage qu'il soit uniquement dans la disposition d'esprit, je veux gagner de l'argent. Voilà, je veux gagner de l'argent. Et bien pendant les années 90-2000, là, c'est surtout 2000, on a délocalisé massivement. Et bien maintenant,
en pleine pandémie, on a manqué de masques parce qu'ils étaient fabriqués en Chine. On a manqué de médicaments, ils étaient aussi fabriqués en Chine. Enfin voilà, c'est la Chine fabrique 80% de tout ce qu'on a besoin dans tout le monde entier. Mais c'est déliant. Tout ça parce que ça coûte moins cher. Tous les hommes d'affaires sont allés faire des affaires en Chine parce que en France ça coûtait trop cher. Il y a un problème quand même. Il y a un problème que ce qu'on produit en France c'est plus cher que ce qui est produit à 10 000 kilomètres. Il y a un gros problème. Et vous êtes aussi, vous avez tenté de passer à l'action d'un point de vue plus personnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce passage à l'action, ce premier passage à l'action, on va dire, ma démarche citoyen personnelle de rendre mon habitation autonome, au sein de la Convention, elle s'est développée à un projet beaucoup plus grand avant d'être la France complètement autonome énergétiquement avec des énergies renouvelables, ou en tout cas décarbonées. Eh bien, moi, j'ai pensé à mon village. Je me suis dit, tiens, je me suis présenté à la mairie en me disant, voilà, ce que je vous propose, c'est que Saint-Quentin-sur-Indrois devienne autonome énergétiquement. Voilà. Et c'était un projet global. Et là, je me suis dit, là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'impliquer parce que le motif est important, le motif est réel. Et voilà. Mais malheureusement, je l'ai pris vraiment au tout dernier moment. J'ai déposé le dernier jour ma candidature par rapport au délai valide. Et puis après, un village comme le mien, il faut aller voir tout le monde, sinon. Et je n'ai eu le temps d'en voir que 20 personnes. Écoutez, j'ai eu, je crois que j'ai eu une vingtaine de voix. Et ce qui fait que sur un village comme le mien, et voilà, ce qui a été aussi injuste dans cette élection, c'est que on était en plein Covid. Et donc, ces élections auraient dû être reportées. Elles n'ont pas été reportées, ce qui fait que normalement on aurait dû être au moins 220 ou 280 votants, et il y en a eu que 180, je crois, parce que les gens ont eu peur. Et donc voilà, j'ai eu à peu près 18% des voix, en n'ayant vu que 20 personnes. C'est pas mal. Mais je pense que dans un village comme le mien, et surtout pour un projet comme celui-là, et qui était vraiment très indépendant, très inhabituel par rapport à la vie d'un village comme le mien, il fallait aller voir les gens. Je les ai pas vus complètement. Enfin voilà, je les ai pas vus. Et voilà. Mais je me suis dit, après tout, allez, j'y vais, on va bien voir. C'est la bouteille à la mer. On va voir ce que fait la transition écologique dans la tête des gens. Voilà. Écoutez, ce sera pour les élections prochaines. Vous aurez le temps de vous y prendre un peu plus. Peut-être. Mais finalement, je pense que, alors je ne sais pas si j'en ai les capacités, ni la motivation, ni si ça pourrait aboutir. Mais je pense, il n'y a qu'une seule solution. Il faudrait qu'un, voilà, pour moi, c'est le projet qui pourrait apporter quelque chose à la transition écologique. C'est ça, c'est de se porter pour rendre la France autonome, complètement. Moi, ce que je désirerais, par exemple, c'est de créer un moteur de recherche concurrentiel à Google, français, utilisé par les Français en premier. Ce serait par exemple de créer une société de construction d'appareils photo ou de transformation d'appareils photo qui ferait que tout ce qui fait que les appareils sont toujours nouveaux, c'est la technologie nouvelle qui est implémentée dedans. Eh bien, on fait un boîtier qui dure 10, 15 ans, 20 ans, et on change tout ce qui est électronique à chaque fois que c'est nécessaire, dont le capteur. Donc, ouais, on transforme les voitures actuelles, on met, je ne sais pas, on met une petite remorque de batterie et on change le moteur pour un moteur électrique. Et en attendant d'avoir les voitures à hydrogène. Voilà, il faut être à la tête pour pouvoir faire les choses ou faire les choses ou donner des idées aux gens, ou en tout cas que les idées des gens, parce qu'il y a des idées, il y en a plein des idées, simplement il y a pas les hommes au pouvoir qui les aident, qui les poussent. Là, il y a une start-up française qui a créé une batterie au sodium. Bon, là, voilà, c'est génial parce que on va
peut-être, alors pour l'instant, ça va être que la voiture qui va en profiter, c'est dommage, parce que les batteries au sodium permettraient aussi, pour le stockage de l'énergie solaire, des particuliers, ce serait un bien plus, parce qu'apparemment, elle est beaucoup plus écologique. Ok, bon, super intéressant tous ces projets. On va arriver dans les dernières questions. La première, c'est qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans la Convention citoyenne pour le climat ? Eh bien, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la production faite par l'intelligence collective. Ça m'a bien impressionné, surtout que je travaille seul depuis bonne trentaine d'années. Donc, alors bien sûr, quand je suis sur un projet ou quand je suis sur un reportage, je suis pas tout seul. Mais pour mon métier personnel, pour ma manière de penser, mon métier, ce que je vais faire, je suis un peu seul quand même. Alors que là, pour penser les mesures, on a été 150. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est l'intelligence collective. Quelles ressources, films ou livres conseillerez-vous à nos auditeurs et auditrices ? Écoutez, j'en ai pas là voilà, j'en ai pas à penser, mais en tout cas, les gens devraient prendre notre dossier final de la Convention citoyenne. Ils pourraient en prendre connaissance. Ce serait déjà. Alors évidemment, c'est une bonne idée. C'est un peu lourd, mais c'est une bonne idée. C'est un peu lourd, mais c'est pas mal quand même pour se mettre un peu à la page de ce qui a été réfléchi et ce qui a été proposé. Voilà. Je mettrai en tout cas le lien. Et qui aimeriez-vous écouter dans ce podcast ? Alors, ça, je vous ai préparé une petite liste. Alors, j'aimerais bien que Mireille Delmas-Marty fasse partie un peu de votre podcast. Parce que... C'est celle qui s'est battue pour les pesticides, si j'ai bien compris ? Madame Mireille Delmas-Marty, c'est une juriste internationale, enfin une juriste française extraordinaire. Elle est membre du... Enfin, elle est très haut placée, elle est assez âgée, cette personne, mais c'est une figure absolument dans le droit international, moral et institutionnel. Et pourquoi je parle d'elle ? Parce que elle nous a beaucoup aidé dans la proposition de la modification de la Constitution. On a travaillé parce qu'au départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure que la Convention avançait, on nous a demandé de financer, on nous a demandé aussi de travailler sur la modification de la Constitution. Et elle nous a pas particulièrement aidé par rapport à ce qu'elle a fait dans sa vie et puis les articles qu'elle a rédigés ou qu'elle nous a aidé à rédiger. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est important pour moi dans la démarche de la défense du climat, j'entends, mais juridiquement. Et puis aussi, j'ai pensé à Jean-Marc Jancovici et à Nicolas Hulot, car si ces deux-là, on les mettait ensemble, par exemple, vice-premier ministre de la France, par exemple, vous les mettez tous les deux vice-premier ministre, eh ben, vous aurez, avec la synthèse des deux, une méthode de ce que nous devons faire au niveau de la transition écologique. Ils sont formidables pour ça. Et puis, alors, Olivier Sigler, si vous connaissez, c'est celui qui a fondé Negawatt. Et alors lui, on l'a rencontré sur la convention et notamment dans le groupe Sologé, il est intervenu. Et lui, c'est un partisan farouche et il démontre comment l'obligation de rénovation globale est importante pour la diminution des gaz à effet de serre. Voilà, Olivier Sigler, c'est un type formidable pour l'habitat, pour la transition écologique dans le bâtiment. Et puis voilà, c'est Jancovici, Hulot. Voilà, si on fait une synthèse des deux, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Bon, ça, on me les a déjà demandé. On essaiera de le faire. On les a déjà demandé. Quand on sera un peu plus, voilà. quand on sera un peu plus aguerri, mais je retiens sinon, je peux vous en citer un autre qui est membre de la Convention citoyenne, c'est Guy Kulitza. Alors là, Guy Kulitza, il a été tiré au sort comme moi, mais lui, il a beaucoup travaillé sur l'écocide. Donc lui, je pense que dans votre podcast, il pourra avoir quelque chose de très, très sérieux à dire. Voilà. Donc Guy et... Bon, mais... Ça nous fait déjà pas mal de monde. D'accord, c'est très bien. Ah si, vous avez cité tout à l'heure une personne qui s'était battue contre les pesticides. Oui, ça c'est Barbara Pompili, mais c'est elle est ministre de la transition écologique actuelle.
Ah oui, donc bon, ça va être un peu compliqué. Vous pouvez la faire venir, mais voilà, elle s'est beaucoup battue contre le glyphosate et tout ça. Et donc, elle a presque obtenu gain de cause, là, mais il y a un petit délai. Elle a perdu sur le délai des 3 ans supplémentaires, mais bon. Mais en tout cas, merci pour votre temps. C'était super intéressant. On a appris plein de choses. On vous souhaite bon courage pour votre projet d'autonomie et la suite de la convention. Et oui. En tout cas, on vous remercie pour tout. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Et puis, quand vous voulez. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.